Elle s'est approchée sans bruit, comme on glisse entre les tables pour ne pas déranger un verre qui se remplit. Sa voix n'a pas dépassé le murmure « Ne signez pas ». 3 mots en portugais, clairs comme une pierre lancée dans un lac froid. L'effet a été instantané. La main de l'homme qui tenait le stylo a tremblé. Le geste qui devait sceller l'avenir d'une terre s'est arrêté au milieu d'un trait, suspendu entre le sauvetage et la perte. Geraldo était venu de très loin pour ce moment. Sa ferme, accrochée aux collines rouges du Minas Gerais, lui avait tout pris. Les récoltes volées par la sécheresse, les bêtes emportées par la maladie, les factures qui s'empilaient comme des pierres dans un mur fatigué. Il avait vendu du café pour obtenir l'avion, pris un bus réduit aux eaux, traversé la ville comme on traverse un océan d'asphalte. Ses mains portaient encore la trace de la terre, la saleté sous les ongles comme une signature. Il avait besoin de ce contrat. Il croyait en Felipe, il croyait au sourire calme de l'homme qui l'accompagnait. Le restaurant où on l'avait mené tenait plus d'un palais que d'une salle à manger. Le marbre au sol réfléchissait les lampes dorées, les nappes semblaient flotter, et l'air était frais, presque glacial, conditionné, aseptisé, comme un lieu où les soucis de la campagne n'avaient pas le droit de pénétrer. On pouvait sentir le vin avant de voir les bouteilles, deviner le prix des plats à la coupe d'un regard. Dans ce décor, Geraldo parlait à voix basse, le portugais tracé avec lenteur, comme si chaque syllabe était mesurée pour économiser l'espoir. Felipe avait bien choisi son rôle, l'ami fidèle, le traducteur attentif, l'homme qui avait vécu à la ville et connaissait les règles. Il portait une veste impeccable, un parfum discret et une assurance que ses épaules semblaient défendre. Il parlait pour Geraldo, réarrangeant les mots, simplifiant, rassurant les investisseurs en anglais et français rapide. Il souriait au moment où il devait sourire, s'éclaircissait la gorge quand le silence s'éternisait, posait la main sur le dossier pour créer une frontière fragile entre le fermier et la réalité du contrat. Autour d'eux, Harrison et Miller faisaient tourner leurs verres comme on tourne une carte avant d'en révéler l'as. Harrison, grand, avec une mâchoire dure, portait des lunettes et un costume qui en disait plus long que ses paroles. Miller, plus petit, regardait tout avec des yeux évaluateurs. Annette, l'assistante à l'air contrôlé, notait des choses sur sa tablette, le visage impassible. Juan, le chef, ne participait pas à la réunion. Il restait à l'écart, observant la salle d'un œil critique, comme si sa cuisine pouvait sentir la fraude avant qu'on la serve. Le personnel se déplaçait en silence, consciencieux, enchaînant les gestes appris, des gestes de répétition et d'entraînement. Et Tatiana, elle était un peu plus discrète que les autres. Ses cheveux tirés en un chignon rapide, un tablier à sa taille, un badge portant un prénom qui n'effaçait pas son accent de l'Est. Elle avait la légèreté des gestes appris à la hâte. Déposer l'assiette, reculer, sourire, effacer. Elle connaissait suffisamment le portugais pour servir des touristes, suffisamment l'anglais pour prendre des commandes, et assez de lois et de vie cassées pour reconnaître la sensation d'un accord truqué. Son histoire était tissée d'un autre genre de fatigue. Elle avait quitté sa maison pour une promesse d'emploi, envoyé de l'argent à une mère qui restait, signé des papiers en langue étrangère sans les comprendre, appris à lire entre les lignes. Dans ses poches, il y avait des factures et un petit billet où était écrit le numéro du consulat. Son visa dépendait de sa place à cette table de salaire minime. Elle ne devait pas se faire remarquer. Sauf que cet après-midi-là, elle remarqua. La salle parlait par petits bruits, mais la conversation autour de la table primitive explosa comme un fil qu'on tire depuis trop longtemps. Felipe, homme de l'ombre qui choisit ses mots, racontait l'histoire d'un futur radieux pour la ferme de Geraldo. Investissement, modernisation, accès à un marché urbain, partenariat durable, les mots tombaient lustrés. Il parlait de comptes courants, de pôles de distribution, de garanties. Son discours sonnait plausible, presque beau. Harrison hochait la tête, Miller notait puis releva les yeux. Tout semblait se dérouler comme prévu, sauf que, en coulisses, derrière les pages et les sceaux, Felipe avait préparé un jeu. Les documents qui circulèrent n'étaient pas tous identiques. Il y avait la version officielle, celle lue par le juriste des investisseurs, un document sans surprise.
et il y avait les autres. Pages qui changeaient une ligne ici, substituaient un nom là, glissaient une clause dans un paragraphe dense sur les garanties et la propriété. Il y avait un papier dont la signature n'aurait pas simplement engagé Geraldo à une coopération. Elle transférerait, à terme, la gestion et l'usufruit d'une partie de sa terre sous une entité dont Felipe était le seul garant. L'astuce était dans la langue, dans des expressions techniques, dans des numéros d'identification qui semblaient vrais. Felipe présentait ses feuilles avec la même mansuétude avec laquelle on présente des plats. « C'est une formalité, Geraldo, tu dois signer ces pages ici. Ne t'inquiète pas, je suis là. » Sa voix était douce, presque paternelle. Il posait la plume sur la table au moment où la main du fermier allait s'approcher. Il contrôlait le rythme. L'illusion tenait sur la manière de faire croire qu'une signature n'était qu'une routine, une simple formalité administrative qui prendrait le nom de garantie et finirait par appeler la ferme partenariat. Mais la vérité se cachait dans des détails imprimés en petits caractères. Tatiana voyait cela de loin, d'abord comme une serveuse qui sait lire les gestes, bouger un document, cacher un coin, se rapprocher pour que l'on ne voit pas le texte. Puis, peu à peu, la mécanique lui apparut. Elle avait côtoyé des dossiers à la mairie de sa ville d'origine, aidé des voisins avec leurs papiers, appris l'importance d'un nom exact dans un acte. Le mot « usufruit » la fit tiquer d'abord par son étrangeté, puis par sa pertinence. Elle comprit que l'on essayait d'échanger des mots pour un paysage, de troquer des termes juridiques pour une terre qui avait nourri des familles depuis des générations. Sous son tablier, elle sentit la panique comme une chaleur montante. Son esprit comptait les risques. Perdre son travail, perdre son visa, être rappelée à l'immigration, laisser sa mère sans argent. Mais elle sentit aussi quelque chose de plus fort. L'image de la ferme de Geraldo, l'idée de mains crevassées, signant pour un avenir, la honte d'avoir détourné l'innocence d'un homme venu chercher une chance. Elle se souvenait des promesses qu'on lui avait faites quand elle était arrivée. Elle connaissait les comptes à payer. Elle connaissait le prix d'un choix qui restait muet. Il y eut un instant où Tatiana hésita. Elle détourna le regard, puis reposa ses yeux sur Felipe. Il souriait, confiant, convaincu de son habileté. Les investisseurs, bien que loin, avaient des regards qui cherchaient à être neutres, mais qui, parfois, trahissaient une curiosité froide. Annette restait professionnelle, mais la tablette sur ses genoux fixait les noms, les dates, les signatures. João, dans son coin, serra la mâchoire, comme si un arôme de brûlé lui parvenait de la cuisine des transactions. Tatiana savait que personne ne couvrirait sa paix si elle perdait ce travail. Elle savait également que celui qui perdait le plus, celui qui s'était levé à l'aube toute sa vie pour semer et prendre soin, était presque sans défense dans une salle où des hommes parlaient chiffres et juristes. Elle s'empara d'un plateau pour obtenir une excuse, puis le laissa sur une table et franchit la barrière sociale avec la lenteur d'une démarche calculée. Sa voix, quand elle parla, était basse, teintée de l'accent de la ville qu'elle avait appris à aimer malgré elle. Elle s'adressa à Geraldo en portugais. « Non, Assine, ne signez pas. Ce ne fut pas un cri, ce ne fut pas une accusation. Ce fut un souffle, un avertissement, un mot jeté comme on jette une bouée à un homme qui se noie. Autour d'eux, le bruit sembla se contracter comme s'il comprenait la gravité de la phrase. Le roulement des fourchettes s'atténua, le cliquetis d'un verre cessa. Les visages se tournèrent, non par voyeurisme, mais par la surprise de voir une serveuse traverser la frontière entre service et justice. Le regard de Geraldo se vida d'abord de la certitude qui l'animait. Il regarda Felipe, puis la feuille qui brillait sur la table. Il porta la main au stylo et sentit ses doigts se raidir. Sa respiration changea. Les mots de la femme venue du bout du monde avaient déclenché quelque chose d'ancien en lui. La méfiance, la prudence, mais aussi une mémoire de ceux qui ne cèdent pas sans preuve. Il pensa à sa mère, à la famille qui dépendait de cette signature, et comprit que la vérité était plus lourde que l'espoir aveugle. Felipe, qui jusqu'ici se tenait comme sur un fil, vit son sourire se fissurer.
Le micro-jeu qu'il avait préparé, le glissement des pages, l'alliance du flou et du légal, tout cela reposait sur l'idée que la victime ne se rendrait pas compte. Il n'avait pas anticipé une voix qui aurait traversé un restaurant, qui aurait su choisir les bons mots en portugais, qui aurait brisé la mécanique. Son visage, d'abord incrédule, prit des couleurs allant du pâle au rouge. Il se pencha, chercha une excuse, proposa une clarification en anglais, la voix plus saccadée que d'habitude. « It's fine, mister. » Il cherchait un moyen de reprendre la scène. Autour de la table, un silence se forma. Miller fronça les sourcils. Harrison plissa les lèvres. Les investisseurs étaient des professionnels. Ils n'avaient pas prévu d'être témoins d'une telle rupture. Ils avaient acheté une narration de sécurité, des chiffres, des garanties, des contrats, et se retrouvaient devant un indicateur humain, une serveuse qui connaissait les risques mieux qu'eux ne le pensait. Annette posa sa tablette sur la nappe, la main hésitante. Joao, à l'écart, planta son regard dans la figure de Felipe comme on sent le goût d'un plat trop salé. Geraldo demanda simplement, en portugais, une phrase qui allait mettre en marche un engrenage. « Je peux lire ces documents ?» Sa voix était plus ferme qu'au début. Elle n'exprimait pas de colère. Elle réclamait une transparence. Il ne voulait pas d'un discours. Il voulait des mots imprimés qui expliqueraient ce qu'on attendait de lui. Il voulait savoir à qui exactement il confiait sa terre. Le mouvement suivant fut rapide et maladroit. Felipe voulut reprendre la main sur la situation. « Non, non !» commença-t-il, en portugais mal appliqué. Puis il se reprit et parlait en anglais pour s'éloigner. Il tenta d'expliquer que tout était standard, que les avocats des investisseurs avaient déjà validé que ceci et cela. Mais la table n'était plus faite de mots seuls. La serveuse avait mis un objet entre les convives, la vérité possible d'une feuille que l'on pouvait montrer. Felipe cherchait à masquer, à détourner, à calmer. Il fit un geste pour récupérer les feuilles. Sa main heurta la nappe, la tension monta d'un cran. Les autres clients, à une distance respectable, jetèrent des éclairs de regard. Le monde du restaurant, jusque-là ordonné comme un ballet, se mit à respirer autrement. Les serveuses s'immobilisèrent, les chefs derrière les portes laissèrent les casseroles en pause. Certains employés se rapprochèrent sans savoir pourquoi. Une impulsion collective, plus vieille que les procédures, sentit une injustice imminente. Tatiana resta à côté, les mains serrées contre son plateau abandonné. Elle portait à nouveau le poids de son risque. Si elle se trompait, si Felipe avait raison, si elle s'était laissée tromper par une ressemblance de mots, elle perdrait peut-être plus qu'un travail. Mais elle avait déclenché une réaction qui ne lui appartenait plus. Les regards se posèrent sur elle, surpris qu'une serveuse ait interrompu un rituel où la parole des riches pèse plus que celle des pauvres. Un silence l'accueillit. Elle sentait la sueur froide s'infiltrer sous son tablier. Felipe s'efforça d'enrober la situation d'un sourire contrôlé, d'une explication qui paraissait raisonnable. « On peut revoir, tout est en ordre, monsieur. Nous pouvons arranger là. » Il gesticulait, appuyait sur la hiérarchie et la bureaucratie pour tenter d'écraser la spontanéité d'une voix. Harrison posa son verre, regarda les feuilles et dit d'un ton mesuré qu'on devait clarifier chaque clause. Miller hocha la tête comme si l'on venait d'ouvrir une fenêtre sur un appartement qu'on croyait fermé. Annette, obéissant à une logique administrative, demanda aux avocats de venir, fit appel à des documents d'identité, réclamant copies et justificatifs. Les machines invisibles de la vérification s'enclenchèrent. Geraldo prit une respiration profonde et se leva un peu, non pour se montrer, mais pour prendre possession de l'air autour du contrat. Il sentit la pression, l'océan de regards. Ses mains étaient plus calmes que sa tête. Il prit la feuille et commença à lire. Les lignes, fines, se déroulaient comme une langue étrangère. Il prononça des mots qu'il ne comprenait pas toujours, s'arrêta sur des expressions qui semblaient piégées. Il n'avait pas besoin d'être juriste pour sentir que certaines phrases faisaient un pas vers l'autre côté du champ. Il comparait ce qu'on lui disait avec ce qu'il lisait, à mesure que la lumière du restaurant tombait différente sur le papier.
C'était un moment de vérité lent. Chaque page semblait vouloir avaler la mémoire de la ferme, transformer des promesses en propriétés, substituer des passifs à des droits. Les investisseurs, d'abord surpris, retrouvèrent vite leur professionnalisme. Harrison appela un de ses hommes, un avocat en sombre costume qui fit jouer ses propres feuilles. Il y avait des versions officielles, des annexes, des sceaux. Les juristes ouvrirent leurs ordinateurs, comparèrent numéros et textes. Les phrases se mirent à résonner autrement quand elles furent lues par plusieurs yeux. La salle, observatrice, se retira peu à peu. Les murmures reprirent comme une marée discrète. Certains clients prenaient leur dessert avec des regards inquiets. D'autres, plus anciens, qui avaient vu des familles perdre leurs terres, regardaient avec une sorte de reconnaissance muette la scène qui se déroulait, le pauvre enfin ayant le droit de relever les yeux. João, qui dirigeait sa brigade invisible, écoutait d'un air grave. Il pensait à la dignité, à l'honnêteté du travail qu'il servait sur des assiettes. Il pensait que la cuisine et la vérité avaient parfois la même fin, être nourri. Et Felipe se trouva soudain enlisé. Les gestes qui semblaient contrôlés au début prirent une teinte hésitante. Il avait tout planifié, les rencontres, les signatures, le placement discret des documents. Il n'avait pas prévu l'existence d'une femme qui connaissait des mots et d'un fermier assez sage pour demander à lire. Dans un coin de sa bouche, quelque chose de nerveux passa. Il fit un pas en arrière. Il savait que la moindre erreur, le moindre mouvement agressif ferait basculer la scène. Il se pencha, parla au créateur d'alliances à la table, chercha à calmer Harrison. Sa voix se fit plus dure, moins mielleuse, on sentait la fragilité d'un plan qui craque. Tatiana resta là, au milieu du balancier des destins, sentant à la fois la peur et l'espoir. Elle n'avait pas seulement dit « ne signez pas ». Elle avait mis en route une mécanique qui pouvait coûter cher aux fermiers et aussi à elle. Elle regarda Geraldo lire, cherchant à deviner s'il verrait l'injustice que ses yeux fussent capables de déchiffrer. Elle pensa à sa mère, à ses factures, à la nécessité de tenir son emploi. Mais elle se dit que parfois, tenir la conscience valait mieux qu'un salaire précaire. Quelque chose dans sa poitrine se détendit, même si ses muscles restaient tendus. Le bruit du restaurant reprit, mais différemment. Ce n'était plus le même orchestre poli. Les conversations avaient changé de gamme. À la table, la franchise d'une lecture lente battait en rythme avec les cliquetis des tasses qui reprenaient. Le personnel se remit en mouvement plus attentif, comme si un souffle nouveau traversait la salle et leur rappelait que le travail n'était pas une vérité neutre. Il portait des vies. La feuille que Geraldo tenait fut lue par plusieurs paires d'yeux. Des mots sautèrent, des numéros concordèrent. Une ligne, dans un recoin de la page, fut lue par Annette et fit froncer ses sourcils. Un nom différent, une référence à un trust enregistré sous un autre nom, des droits de gestion cédés sous condition. Les avocats commencèrent à parler en termes secs, clause d'aliénation, cession d'usufruit, mandataire. Les mots, une fois dits à haute voix, prirent une texture qui ne permettait plus l'ambiguïté. Felipe tenta une dernière manœuvre. Il proposa un délai, une signature différée, une ristourne de procédure qui aurait pu calmer les esprits. « Nous pouvons revoir, monsieur, signer demain avec votre avocat, » dit-il, comme s'il offrait une porte de sortie honorable. Mais ce geste confirmait aussi qu'il y avait quelque chose à cacher. Le simple fait qu'il offre un report inquiétait. C'est à ce moment précis que la salle sembla retenir son souffle le plus longtemps. Les conséquences, même si elles n'étaient pas encore claires, commençaient à se dessiner. On sentait que l'équilibre était rompu, que quelque chose de profond venait d'être mis à nu. Le murmure de Tatiana avait fait ce que peu de coups politiques ou de discours avaient fait. Il avait donné à un homme vulnérable le droit de lire, de peser, de choisir. Dans le regard de Geraldo, il y avait un mélange de soulagement et d'angoisse. Il avait, pour la première fois depuis la disparition d'une moisson, le contrôle d'un instant. Mais il savait aussi que l'étape suivante pouvait être violente. Dénonciation, plainte, question, peut-être une accusation de tentative de fraude, peut-être un combat long pour prouver l'intention. Il prit une décision silencieuse. Il ne signerait rien sans comprendre chaque mot.
Il leva la tête vers Philippe, chercha dans les yeux de l'homme qu'il avait appelé ami une explication. Philippe baissa les yeux, puis regarda ailleurs, espérant que la table retrouverait son calme, que la situation s'éteindrait comme une bougie trop fragile. Mais la possibilité d'un mensonge exposé flottait maintenant dans l'air, et le restaurant, avec ses murs lisses et ses œuvres d'art silencieuses, allait garder la trace de cet instant. Les serveuses reprirent leur service, mais quelque chose dans le geste avait changé. On servait avec un souvenir. Tatiana, loin d'être revenue à l'ombre, resta près de la scène. Elle sentit la lourdeur de la décision qu'elle avait prise, mais aussi une certaine clarté. L'écho de son propre mot ne signait pas, résonnait. Elle se demanda si ce mot suffirait à protéger la ferme, si la paperasserie finirait par être démontée, si la loyauté d'un homme serait jugée. Elle n'avait pas la réponse, seulement la certitude d'avoir agi. La table commençait à se remplir d'experts, de téléphones, de regards tournés vers des écrans. Des questions allaient être posées, des documents consultés. Les serviteurs du lieu se sentaient comme des témoins d'un procès improvisé. Et tandis que la lumière dorée du restaurant semblait moins brillante, un frisson parcourut le salon. Cette maison, plus habituée à servir des plats qu'à entendre des cris de cœur, venait d'être marquée. Les murs allaient garder une mémoire. Personne, encore, ne parlait de police. Les mots étaient ceux de l'explication, de la vérification, mais dans le fond, comme une rumeur sourde, l'idée que la fraude avait frôlé la vie d'un homme s'installait. Si la suite devait être un procès, si la vérité devait éclater, ce serait ici, dans cette salle au marbre poli, que la première fissure serait visible. La trahison avait été éveillée. Quelque chose, dans le restaurant, avait commencé à être habité par la conséquence des actes, non par des spectres visibles, mais par une présence qui change la façon dont on regarde. Géraldo posa la feuille, reprit son siège lentement, regarda la serveuse qui avait parlé. Il croisa son regard avec un mélange de gratitude et d'embarras. Il ne connaissait pas son nom complet, son histoire, ses peurs. Il savait seulement qu'elle lui avait donné une chance d'ouvrir les yeux. Felipe restait immobile, pris entre la colère et la peur. Son visage se durcit. De l'autre côté de la table, Harrison se racla la gorge et demanda qu'on attende l'avis d'un conseiller légal. Miller fit une remarque neutre, posant la question qui allait tout déclencher. Qui avait préparé ces versions différentes? Un silence tomba, lourd comme un verdict en suspension. Tatiana recula, regagna son comptoir, essuya nerveusement une assiette. Dans son dos, le restaurant continuait de vivre, servait, riait même selon ses habitudes, mais la nuit à venir ne serait peut-être pas la même. Le murmure qui avait arrêté une signature avait déjà commencé à transformer les équilibres. Et dans un lieu si lisse, c'était la première fois que l'on sentait des ombres se former, des traces de remords à venir. Le mot « hanté » n'avait pas encore été prononcé, mais quelque chose l'annonçait. Un lieu où l'on avait essayé de dérober une vie n'oublie pas facilement. La vérité, pour l'heure, restait à déplier. Les vérifications devaient s'organiser, les avocats allaient comparer les versions, les policiers, peut-être, seraient appelés si l'intention se confirmait. Mais avant tout, une chose avait changé. Un petit geste, une voix discrète, avait empêché un destin d'être signé sans contestation. Et dans ce restaurant lustré, au milieu des couverts et des chandeliers, le temps s'était figé sur un acte simple. Une serveuse avait murmuré, et le monde d'infirmiers avait pris la première bouffée d'air libre depuis longtemps. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous, et restez jusqu'à la fin pour voir ce qui advint réellement de la ferme et du restaurant. La table resta encadrée par une atmosphère lourde, comme une pièce qui reprend son souffle après un coup. Les avocats se penchèrent sur les feuilles, les doigts traçant des lignes, comparant numéros et sceaux. Les mots qui jusque-là semblaient anodins prirent la consistance d'un filet, mandataire, cession, trust. On parlait maintenant en termes qui faisaient vaciller un avenir. Harrison, qui jusque-là avait tourné son verre entre ses doigts comme on palpe un problème, appela sobrement son conseiller légal. Sa voix fut brève, sans triomphe. « Nous ne pouvons pas prendre de risques réputationnels. Nous vérifions tout. »
Felipe sentit la fermeture venir comme un rideau qui se rabat. Il tenta un sourire, puis un geste pour recentrer la scène, pour transformer la confrontation en simple malentendu. Mais son corps trahit ce qu'il voulait masquer. La sueur sur sa lèvre, la main qui tremblait. Un serveur à proximité, qui avait reconnu l'odeur du mensonge, eut un mouvement presque imperceptible vers la direction de la sortie. João, le chef, qui n'avait besoin d'aucune parole pour lire une situation, posa sa main sur l'épaule d'un autre membre du personnel, comme pour lui demander d'être prêt à intervenir. La première action concrète se fit sans pompe ni effet. Annette demanda des copies des documents originaux au siège des investisseurs. Harrison ordonna qu'on suspende toute signature. Miller prit des photos des pages en question. Les téléphones se remplirent d'emails, les écrans affichaient des versions numériques. L'orchestre juridique actionna ses rouages. Un juriste extérieur fut mandé. Il parcourut les documents, fronça les sourcils, puis dit ce que tout le monde redoutait. Il y avait des incohérences significatives entre les versions remises au bureau et celles présentées à la table. Certaines clauses glissaient la propriété vers un véhicule juridique opaque. Les mots, lus en série par des professionnels, achevèrent d'ôter la cuvette de moindre doute. Felipe, qui avait compté sur la confusion, parla plus fort, tenta de charmer encore, d'expliquer que tout était technique, que ces écarts étaient des erreurs de pagination. Mais à force de parler pour noyer la vérité, il sut qu'il ne la noyait pas. Il la révélait. Harrison, conscient que son investissement se trouvait désormais au cœur d'un scandale possible, se leva. Sa décision fut rapide. Sécurité. Je veux d'abord les identifications de toutes les personnes autour de la table, et appeler la police si nécessaire. Le ton était administratif, mais l'impulsion derrière était claire. Contenir le dommage. C'est alors que la tension tourna la page suivante. Felipe, voyant les visages autour de lui changer, des alliés potentiels perdre leurs béquilles, fit un mouvement brusque. Il se leva, ramassa une chemise, fit mine de rechercher calmement son sac. Quelque chose dans ce geste dit plus que n'importe quelle excuse. Un serveur, qui avait suivi les détails depuis le début, s'approcha et, sans agressivité mais avec fermeté, demanda à Felipe de rester à sa place tant que les vérifications n'étaient pas terminées. Felipe protesta, éleva la voix, chercha l'appui de Harrison en espérant une défense. Mais Harrison, prudent, tourna son regard vers les avocats. L'option la plus sûre était la vérification, pas la protection d'un homme isolé, au regard inquiet. La situation dégénéra quand Felipe, désespéré, tenta de saisir les documents et de les cacher dans sa veste. Une main se leva, un employé de la sécurité le saisit au bras. Les gestes furent rapides, maîtrisés. Pas de violence. Seulement la fermeté nécessaire pour empêcher une fuite d'éléments probants. Felipe résista. Les mots fusèrent, insultes étouffées et promesses de représailles. Mais autour de lui, la solidarité se formait différemment. Pas pour lui, mais pour l'ordre et la vérité. Les convives, qui quelques minutes auparavant sirotaient un verre en paix, se levèrent pour témoigner, montrer leurs identités, prouver qu'ils étaient prêts à coopérer à la résolution. La police, appelée par Annette en accord avec Harrison, arriva peu après. Des uniformes discrets passèrent de la porte et la scène amorça la transition d'un incident commercial à une affaire potentielle. On demanda des déclarations, on prit des photos supplémentaires. Felipe fut retenu le temps que la police vérifie les documents et prenne des témoignages. Il hurla, fit des promesses, promit qu'on le comprendrait mal. Mais les images des versions différentes avaient commencé à circuler dans le bureau des investisseurs, et la logique procédurale suivit son cours. Il fut conduit hors de la salle, menotté, non pas dans une scène de film, mais dans une séquence simple et terrible. L'homme qui croyait tenir l'avenir des autres était maintenant entravé par sa propre duplicité. La nouvelle d'une arrestation dans la salle prestigieuse eut un effet immédiat sur la réputation. Certains clients quittèrent sans attendre, d'autres restèrent comme pour vérifier que l'histoire n'était pas un spectacle. Les réseaux sociaux, pour ceux qui en parlèrent déjà, commencèrent à murmurer.
Les téléphones s'allumèrent, les emails demandèrent des éclaircissements. Harrison, dont l'unique souci immédiat était la transparence, prononça une phrase que personne n'oublierait: « Nous coopérerons pleinement ». Cette simple déclaration prononcée dans un coin du marbre avait la force d'une tentative de réparation. Geraldo, qui avait observé la scène avec un mélange d'appréhension et de soulagement, sentit les épaules retomber légèrement. Il ne se réjouissait pas de la chute d'un ami, mais il se sentait reconnu dans sa capacité à demander des comptes. Il regarda Tatiana et voulut la remercier, mais les mots se nouèrent. Il approcha, posa une main hésitante sur son avant-bras, un geste simple et humain. « Merci », murmura-t-il en portugais, sa voix basse et pleine. Tatiana hocha la tête, ses yeux cherchant à contenir la joie et la peur. Les deux partagèrent un instant silencieux, plus fort que les applaudissements qui auraient pu l'accompagner. La suite se fit selon les règles du monde réel. Enquête, vérification et prise de contact avec les autorités compétentes. Les investisseurs mandatèrent des avocats externes pour auditer la transaction. Une plainte fut déposée pour tentative de fraude documentaire. Felipe, interrogé par la police, essaya de construire une version crédible, mais les preuves matérielles et la concordance des témoignages, surtout celui de Tatiana et de plusieurs employés, rendirent sa tâche difficile. Les éléments à charge s'alignèrent, et ce qui avait commencé comme une manœuvre secrète finit par se révéler sous la lumière blanche des procédures. Le récit, cependant, ne se réduisit pas à la seule chute d'un homme. Harrison, touché par l'impact humain de l'événement, prit une décision qui n'était ni pure bonté, ni simple calcul économique, proposer un accord juste. Il savait que l'opinion publique et la confiance des producteurs étaient désormais fragiles. Il savait aussi que racheter la faute par des actes concrets pouvait réparer plus qu'une amende. Ainsi, après des jours de conversations formelles, il proposa un partenariat transparent avec des garanties précises, un prélèvement minimal, des paiements anticipés pour les récoltes, un comité de contrôle composé d'un représentant des producteurs et d'un conseiller indépendant. L'offre comportait des engagements de formation et d'accès au marché, et surtout une promesse officielle que toute transaction transitoire serait supervisée par un tiers de confiance. La question qui restait était: qui occuperait ce rôle de tiers, de médiateur, de gardien de l'équilibre entre la ferme et l'investissement urbain? Harrison, qui avait suivi le fil depuis le début, sut qu'il ne trouverait pas mieux que celle qui, sans titre ni pouvoir, avait interrompu la signature. Il proposa à Tatiana, devant un groupe qui rassemblait avocats et représentants locaux, un poste de coordinateur des relations avec les producteurs. Ce rôle n'était pas une fantaisie. Il offrait un salaire digne, un contrat de travail stable, la promesse d'un appui pour régulariser sa situation de visa, et surtout, la possibilité d'être la voix qui empêcherait d'autres manipulations. Tatiana eut besoin d'un long regard. Sa vie n'était pas faite de décisions rapides. Elle pensa à sa mère, aux factures, à la sécurité fragile que lui offrait ce travail. Elle pensa également à la responsabilité, à l'inquiétude de voir sa voix transformée en projet collectif. Il y eut des conditions, des contre-propositions, des vérifications de la part d'un syndicat local et d'un conseil d'agriculteurs. Tatiana demanda des garanties écrites, la formation nécessaire pour assumer ce poste et le soutien d'un avocat indépendant pour défendre ses intérêts. Les investisseurs les acceptèrent, conscients que toute négligence serait fatale à leur nouvelle promesse. Geraldo, témoin de cette proposition, sentit une émotion muette. Il n'avait pas besoin de plus de promesses que la certitude qu'un lien de confiance, désormais public et protégé, lierait sa terre à des partenaires honnêtes. Il accepta l'idée qu'une fille de la ville puisse être l'interface entre la campagne et les marchés, non pas comme une mangeuse de privilèges, mais comme une sentinelle. Il pensa à ses voisins, aux agriculteurs qui enviaient la possibilité d'un accord de ce type, et il comprit que la plus grande victoire ne serait pas la ruine d'un homme, mais la construction d'un mécanisme qui protège plusieurs familles. La nouvelle de la proposition se répandit dans le café du coin et dans les marchés du village de Geraldo comme une pluie douce. Les voix parlèrent moins d'un drame que d'une possibilité.
Les voisins le prirent dans leurs bras, lui offrirent un café et des conseils. Quelques semaines plus tard, une délégation arriva à la ferme pour signer un protocole initial. Paiement partiel anticipé pour la première livraison, assistance technique pour améliorer les systèmes d'irrigation et la présence d'un comité mixte pour suivre les opérations. Ce n'était pas la fin de toutes les peurs, mais c'était une main tendue fiable. Pour Tatiana, la transformation fut lente et concrète. Elle commença par suivre une formation en commerce, en droit agricole de base, en gestion de contrats. Elle apprit à lire les annexes, à demander des clarifications, à poser des questions difficiles. Son nouveau rôle la plaça dans une position délicate, celle d'un pont entre deux mondes souvent dissonants. Elle se trouva parfois seule, en face d'hommes d'affaires usés par la compétition, mais elle s'appuya sur la mémoire de cette journée pour rappeler le sens de ses interventions. Son visa fut régularisé, non par compassion, mais par une série de contrats et d'engagements qui la rendaient indispensable à la bonne foi de l'accord. Felipe, quant à lui, connut une trajectoire différente. L'enquête révéla des correspondances troublantes, des transferts douteux et des tentatives d'opacifier les circuits financiers. Même si la justice suit des chemins qui prennent du temps, la réputation de Felipe fut brisée. Certains anciens amis prirent leur distance. Il fut poursuivi pour tentative de fraude et abus de confiance. Les audiences se succédèrent, et sa défense, bien que fournie, peina à convaincre face à la somme des éléments matériels. Il perdit des contrats, des amitiés et la certitude d'une assise. Il ne fut pas l'archétype du mal absolu, il restait un homme capable de remords, mais son geste laissa des traces qu'il dut affronter. Dans le restaurant, les conséquences furent plus subtiles que spectaculaires. La direction fit le choix de changer des procédures, d'améliorer la formation juridique du personnel pour détecter les signes d'une manipulation contractuelle. João se fit le porte-voix d'une culture du lieu remodelé. On devait servir non seulement des plats, mais une éthique du respect. Pourtant, le restaurant ne retrouva jamais tout à fait sa fréquence d'antan. Les jours qui suivirent l'affaire, il y eut des heures creuses où les tables restaient vides, comme si une mémoire collective avait décidé de ne pas fréquenter un lieu devenu témoin d'une tentative d'injustice. Le motif du « hanté » prit alors sens, sans fantaisie surnaturelle ni effet de cinéma. Les murs semblaient garder un souvenir. On parlait à voix basse, on évoquait la scène en termes de leçons plutôt que de scandale. Certains employés avouèrent ressentir, à la fermeture, une sensation étrange, une chaise qui se déplace seule, un portrait dont le regard semble plus lourd. João, pragmatique, souriait à ces récits et les attribuait au poids de l'événement. D'autres clients plus superstitieux disaient qu'ils sentaient la présence d'une vérité qui s'accrochait au lieu, comme une odeur persistante. La direction prit une décision symbolique. Une table fut laissée libre. Une petite plaque posée, non pas pour glorifier l'incident, mais pour rappeler qu'un courage ordinaire avait empêché une injustice. La plaque ne mentionnait pas de nom, seulement une phrase neutre. En souvenir d'un instant où la parole a fait la différence. Certains réguliers trouvèrent cela déplacé. D'autres vinrent s'asseoir et verrent, dans cet endroit vide, l'exacte mesure d'un acte. Peu à peu, le restaurant devint un lieu où le passé se percevait comme une présence discrète, un souvenir qui, plus que hanté, incitait à la prudence. La rumeur, inévitablement, fit son chemin ailleurs. Magazines économiques relayèrent des récits de prudence pour les producteurs, des ONG se rapprochèrent pour renforcer la protection des petits exploitants. Des discussions naquirent sur la nécessité d'un encadrement plus strict des contrats transnationaux, sur la transparence des chaînes d'approvisionnement. La petite histoire de Geraldo prit une proportion collective, non par sensationnalisme, mais parce qu'elle révélait une faille que beaucoup craignaient. Des articles de fond s'intéressèrent plus à la transformation possible qu'à la chute de Felipe. Pour Geraldo, la route resta humble. Il investit la première somme reçue dans des semences plus résistantes et dans une remise en état d'un puits. Il embaucha un jeune du village pour l'aider,
partagea les nouvelles procédures de livraison avec ses voisins et devint, à sa façon, un porte-parole discret lors des réunions communautaires. Il retrouva la paix des saisons, l'art de planter en regardant le ciel, la capacité de dormir sans que la signature d'un papier le hante. Quand la première cargaison fut expédiée avec paiement anticipé et preuve de réception, il sourit en pensant à la serveuse qui, par un mot, avait transformé le destin. Il envoya un paquet de café à Tatiana, avec une lettre simple. Pour celle qui a parlé. Tatiana, de son côté, apprit à composer avec la notoriété mal refusée. Sa famille, d'abord soucieuse des nouveaux regards, vint la visiter. Sa mère versa quelques larmes en voyant la stabilité promise. Mais Tatiana restait consciente des fragilités. Elle refusait l'idéalisation. Elle savait que son rôle l'exposait à des pressions, à des hommes qui chercheraient encore des angles morts. Elle accepta cependant l'offre avec prudence, exigeant la transparence et des mécanismes d'appel. Son courage se transforma en professionnalisme. Elle parlait désormais devant des réunions, expliquait des clauses, traduisait non seulement des mots mais des enjeux. Les mois passèrent et la réputation de la ferme, loin d'être engloutie, se fit solide. Les clients urbains apprirent à reconnaître le label associé au partenariat transparent. Les ventes, régulières et garanties, permirent d'acheter un petit tracteur, de réparer un hangar et d'assurer un avenir moins précaire aux enfants du village. L'image d'un fermier aux mains terreuses, livrant un produit payé à sa juste valeur, traversa les marchés comme une nouvelle vérité. Quant au restaurant, il poursuivit son activité mais avec un autre rythme. Parfois, quand la nuit était calme et que le linge pendait encore sur les tabourets, quelqu'un parlait de la table laissée vide et songeait à la fragilité des liens entre pouvoir et vulnérabilité. Les employés, à force de raconter l'histoire, apprirent aussi à repérer les indices d'une manipulation. Ils se transformèrent en vigiles discrets de l'éthique, plus attentifs aux gestes suspects qu'aux seules nappes impeccables. L'idée du hanté demeura mais redevenue métaphore. Le lieu était habité par le souvenir d'une conscience qui avait sauté la barrière du service pour sauver une vie. Les clients qui revenaient après l'affaire le faisaient parfois par curiosité, parfois par solidarité. Certains avançaient que ce restaurant avait acquis une mémoire qui le rendait humain, moins simple vitrine d'opulence. D'autres restaient sceptiques, convaincus que le monde des affaires n'oublie jamais, mais même eux reconnaissaient que désormais la prudence avait un prix. Elle était payée par une vigilance accrue. Philippe, laissé pour compte, eut le temps de repenser à ses gestes. Les audiences montrèrent des preuves de sa tentative d'opacifier la transaction. Il fut condamné d'abord à des peines de réparation et à une amende, puis à des délais plus longs selon les suites judiciaires. Que l'on soit clément ou dur à son égard, son sort devint un avertissement. L'ambition, quand elle s'orne de tromperie, mène souvent à la solitude. Il y eut des moments où il comprit enfin que sa chute ne servait ni l'honneur, ni la prospérité. Elle ne réparait pas le mal causé. Les remords, quand l'orgueil se brise, ne réparaient pas toujours ce qui a été pris. La scène finale de cette affaire se joua un soir d'été, quelques mois après la signature du protocole. Le restaurant avait prévu, à l'initiative de João et avec l'aval d'Harrison, un dîner discret réunissant les principaux acteurs, des représentants des producteurs, des employés, un groupe de soutien communautaire et quelques journalistes. Ce n'était pas une cérémonie de récompense, mais un repas qui scella un changement de posture. À table, on goûta des plats simples, pensés de la cuisine qui respecte l'origine des ingrédients. On leva des verres, mais sans grandiloquence. Geraldo prit la parole, non pour faire un discours, mais pour dire ce qui allait rester. Nous avons besoin d'avocats, d'accords, de contrats, mais il y a un élément plus précieux, la voix qui dit la vérité. Tatiana, assise entre des visages désormais proches, ne chercha ni éloge ni reconnaissance excessive. Elle sourit, regarda la salle et sentit pour la première fois depuis la journée fatidique que sa peur d'avoir tout perdu s'était transformée en une mission. Elle n'était pas devenue héroïne d'un conte, elle était devenue gardienne d'une promesse. Les convives applaudirent sobrement. Le souhait commun était simple,
que d'autres lieux apprennent à écouter, que d'autres documents soient lus à voix haute avant d'être scellés. La plaque, la table vide, la mémoire des serveurs, tout cela resta comme des signes d'un événement qui n'avait pas disparu. Le restaurant, ponctué par cette histoire, poursuivit son existence. Parfois, quand la nuit étirait son ombre, João restait seul devant la cuisine et entendait, dans le silence, le souvenir d'un mot prononcé en portugais. Il souriait, sentant que le lieu avait changé non parce qu'il était devenu meilleur en soi, mais parce qu'il avait appris à porter un souvenir. La moralité n'était pas spectaculaire. Il n'y eut pas de miracle qui restaura d'un coup toutes les inégalités. Mais il y eut une réparation pratique, humaine, durable, l'accès au marché sécurisé, des paiements anticipés, la création d'un comité de surveillance et la montée en compétence d'une femme qui avait eu le courage de parler. Le monde parfois avance par de petites voix. Une serveuse a averti un fermier avant qu'il ne signe. Ce mot, murmuré dans un restaurant de marbre, a changé le destin de plusieurs familles. Et le restaurant resta, à sa façon, hanté. Pas par des esprits, mais par la mémoire d'un acte qui avait ébranlé les certitudes. Les chaises grinçaient parfois la nuit, comme si elles racontaient elles-mêmes une leçon, et les portraits semblaient porter un poids différent. Ce n'était pas un lieu de peur, mais un lieu de conscience. Auriez-vous risqué votre emploi pour sauver un inconnu ? Dites-le en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et partagez. Il y a des voix petites qui méritent d'être entendues. Et parfois la vigilance d'une seule personne change le destin de beaucoup.